À Nîmes en 1988, à Vaison-la-Romaine en 1992, en Corse en 1993, en Europe centrale chaque année, en Colombie, en Algérie, en Asie bien sûr, les pluies torrentielles frappent et emportent tout sur leur passage. Elles surgissent de nulle part. J'ai vu cet énorme, ce gigantesque mur d'eau s'avancer vers nous. C'est une force qui, depuis des siècles, a dévasté des familles, leurs moyens de subsistance et des villes entières. Aujourd'hui encore, ce danger nous guette. On n'avait que deux solutions, rester dans la voiture et mourir, ou en sortir et mourir aussi. Les inondations torrentielles peuvent frapper n'importe où, n'importe quand. Je ne crois pas que la question soit « est-ce que ça peut arriver ?», mais plutôt « quand ». L'origine d'une pluie torrentielle est simple. Trop de pluie qui tombe trop vite. Il n'y a pas ou très peu de signes avant-coureurs. Quand les pluies diluviennes ne peuvent pas être absorbées par le sol, l'eau acquiert une force incroyable. Le danger n'est pas évident. Un courant peu profond mais très rapide est capable de faire tomber quelqu'un. Il suffit de 5 cm d'eau pour emporter une voiture. Les inondations les plus violentes peuvent ravager des villes entières. Dans les années 90, elles ont fait près de 1000 morts aux États-Unis, plus qu'aucune autre catastrophe naturelle. Je trouve que c'est tragique. Trop de gens ont perdu la vie parce qu'ils ont sous-estimé la puissance des eaux. Il est très difficile d'imaginer qu'en moins d'une heure, un petit ruisseau peut se transformer en un torrent en furie. Il y a près d'un siècle, ce paisible ruisseau s'est déchaîné, provoquant une des pires inondations torrentielles de l'histoire américaine. C'est le Willow Creek. Il traverse le bourg de Heppner, à 250 km à l'est de Portland, dans l'Oregon. Le ruisseau croise deux canyons qui convergent au sud de Heppner. Il a servi à approvisionner en eau ceux qui se sont installés ici à la fin du XVIIIe siècle. Heppner a connu une croissance rapide. En 1903, le bourg comptait 1400 habitants. Comme dans beaucoup de villes de l'Ouest, on a construit très vite. Certains bâtiments n'avaient pas de fondation. Ce n'était pas le cas du nouveau palais de justice de Heppner. Son architecture imposante était le symbole de la prospérité de la région. La tour majestueuse qui le surmontait était si haute que toute la ville pouvait lire l'heure à son horloge. T.W. Ayers, l'un des citoyens les plus aisés d'Heppner, a ensuite récupéré la coupole de l'ancien palais de justice pour en couronner son élégante maison de style victorien. À 2 rues de la maison de Ayers se trouvait le bureau de poste de Heppner. Gertrude Crawford et Anna McBride y travaillaient. Les deux jeunes femmes étaient inséparables. Gertrude écrit à une de ses connaissances à propos de son amitié avec Anna. On travaillait ensemble depuis 2 ans et demi. C'est comme si on partageait la moindre de nos pensées. 2 sœurs n'auraient pas pu être plus proches que nous, si ce n'est par le sang. Anna venait juste de se fiancer à un jeune éleveur. Le jour du mariage approchait et il avait construit cette maison pour sa promise. Heppner comptait aussi pas mal de célibataires endurcis. Leslie Matlock était réputé pour son élégance et sa passion pour les jeux d'argent. Son ami Bruce Kelly, célibataire comme lui, connu pour son caractère paisible, était dur à l'ouvrage. Mais les débuts prometteurs de Heppner allaient tourner court. Le 14 juin 1903, l'existence de ses habitants allait être transformée à jamais. C'était un dimanche en fin de journée. Les femmes débarrassaient la table du dîner et les hommes sortaient fumer un cigare sous la véranda.
Encore endimanchés, tous se préparaient pour les activités de la soirée. Une vague de chaleur oppressante touchait Eppner. La plupart des gens allaient à la messe du soir ou chez des amis, à l'abri de l'humidité et de la chaleur. À cause de la chaleur, Anna McBride avait une terrible migraine. Elle décida de quitter son amie Gertrude, qui habitait sur une colline, pour rejoindre la maison familiale, non loin du Willow Creek. Juste avant qu'Anna ne quitte la maison, on plaisantait et on riait, comme d'habitude. J'habite sur la colline de l'autre côté de la ville. Et pour la première fois depuis des mois, Anna et moi n'étions pas ensemble. Il est presque 5 heures à l'horloge du palais de justice quand un roulement de tonnerre parcourt la vallée. De lourds nuages s'amoncellent au sud de Eppner. À Eppner, la plupart des gens aimeraient qu'il pleuve. L'orage va les rafraîchir et donner aux champs de blé et de luzerne desséchés l'eau dont ils manquent cruellement. Leslie Matlock pense attendre la fin de l'orage dans son café préféré. Mais le tonnerre, qui devient de plus en plus fort, l'inquiète. Et pour observer l'orage qui s'approche, il décide d'aller sur une colline d'où l'on aperçoit la ville. Arrivé en haut, il rencontre son ami Bruce Kelly, qui lui aussi surveille l'évolution du temps. Depuis la colline, les deux hommes voient éclater le plus violent des orages qu'ils aient jamais connus. Des nappes de pluie s'engouffrent dans les canyons au sud de Eppner. Le sol rocailleux et sec des collines ne parvient pas à absorber toute la pluie. Les parois abruptes des canyons canalisent directement l'eau vers le Willow Creek. Le relief forme un entonnoir, concentre toute l'eau qui s'abat sur des milliers d'hectares et la dirige droit sur Eppner. C'est la configuration idéale pour une inondation torrentielle. L'eau balaie tout sur son passage, les poulaillers, les fils barbelés, le bétail, et les précipite dans la vallée avec une force incroyable. Toute l'eau et ce qu'elle charriait est arrivé sur la blanchisserie Kruge, qui se trouvait sur le ruisseau au sud de Eppner. Tout s'est amoncelé derrière la blanchisserie et a formé comme une digue derrière laquelle le niveau de l'eau s'est mis à monter. Quand le bâtiment a cédé, l'eau et ce qu'elle avait charrié a atteint 6 mètres de hauteur. Depuis leur colline, Matlock et Kelly regardaient terrorisés. Ils ne pouvaient plus rien faire pour Eppner. Mais il y avait d'autres villages plus bas dans la vallée. Ils décident d'agir. Tandis que l'inondation s'abat sur leur ville, ils prennent leurs chevaux et se lancent à travers les coteaux. En allant assez vite, ils arriveront peut-être à temps pour avertir leurs voisins de Lexington et de Ione. Plus tard, Matlock décrira ce qu'il a vu alors qu'il s'éloignait de Eppner. « J'ai regardé derrière moi et j'ai vu l'eau attraper les chevaux au galop comme le chat attrape une souris. Le niveau montait, montait. On se demandait si ça allait s'arrêter un jour. » Le destin de Eppner est scellé, mais 2 villages se trouvent encore sur le chemin des eaux mortelles. Les 2 cavaliers se mettent au triple galop, l'inondation est sur leurs talons. Le soir du 14 juillet 1903, sous l'orage, 2 hommes échappaient de justesse à l'inondation torrentielle qui allait dévaster leur ville natale, Eppner, dans l'Oregon. Sur leurs chevaux, Leslie Matlock et Bruce Kelly galopent comme des désespérés à travers la campagne pour sauver Lexington et Ione, situés plus bas dans la vallée. Pour Lexington, il est trop tard. Quand ils arrivent, l'inondation a déjà tout ravagé. Matlock et Kelly continuent leur chevauchée, criant en direction des fermes isolées qu'ils croisent « Allez sur les hauteurs, filez vers les collines !» Les petites lanternes des familles qui s'enfuient brillent à travers les collines. Matlock et Kelly comprennent qu'ils ont été entendus. Il y a là comme une ironie amère. Le relief avait canalisé l'eau au point d'en faire une marée destructrice. Et en même temps, il offrait aux gens la seule porte de sortie. Ils ont grimpé sur les hauteurs. Quand, épuisés, les cavaliers arrivent à Ione, ils sont soulagés.
ils ont pris l'inondation de vitesse. Ils se séparent et parcourent les rues pour donner l'alerte. Grâce à eux, les 250 habitants du village parviennent à se réfugier sur les collines. Les eaux s'engouffrent dans les rues désertes. Matlock et Kelly reprennent leur souffle sur les collines surplombant Ione. Pour la première fois de la soirée, la peur les saisit quand ils se mettent à imaginer ce que leur propre ville natale a dû subir. À l'aube, Matlock et Kelly reviennent à Epner et sont anéantis par ce qu'ils découvrent. L'horloge du palais de justice s'est arrêtée au plus fort de la tempête. Ses aiguilles sont figées sur 5h16. Il a suffi d'1 heure pour qu'Epner soit anéanti. Cet imposant repère est devenu la preuve macabre de la colère de la nature. Traversant la ville, Matlock et Kelly découvrent des arbres déracinés, des maisons éventrées, entassées les unes sur les autres. Les maisons sans fondation ont été retournées par le torrent déchaîné. Les belles demeures qui bordaient le Willow Creek sont écroulées. La demeure de T.W. Ayers, autrefois imposante, gît parmi les gravats. La montée des eaux a contraint la famille à se réfugier dans la coupole de leur maison, qui flotte sur les rues inondées. La décoration de style victorien leur a sauvé la vie. La propriété de Ayers avait subi des dommages énormes. Mais quand on évoquait sa fortune perdue, il répondait qu'il avait eu de la chance. Et c'était vrai. Dès le matin, on commence à rechercher les morts. Avec de longues perches, des équipes sondent les gravats, à l'affût du bruit sourd qui signalerait la présence d'un ami ou d'un voisin. La plupart des victimes sont en habit du dimanche, lacérées. Il est très important de rappeler que lors d'une inondation torrentielle, il y a peu de morts par noyade. Le plus souvent, les gens sont heurtés à la tête ou ils perdent un de leurs membres. On a rapidement retrouvé le corps d'Anna McBride. Anna, ses parents et leurs 3 autres enfants sont morts dans leur maison. Les vêtements d'Anna ont été réduits en lambeaux, mais elle a encore sa bague en or. Son fiancé a survécu à l'inondation. La maison qu'il avait bâtie est intacte. Tout près, le Willow Creek coulait tranquillement. La meilleure amie d'Anna, Gertrude Crawford, est anéantie. Elle a écrit une lettre à la famille d'Anna au Canada, leur expliquant pourquoi elle n'avait pas assisté à ses funérailles. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je ne suis pas allée revoir Anna. On m'a dit qu'elle avait l'air si douce, très naturelle, à peine meurtrie. Mais je n'ai pas eu la force d'y aller. Je voulais garder d'elle le souvenir de la dernière fois où je l'avais vue, se retournant vers moi en riant et me disant au revoir. Les jours suivants, les cortèges endeuillés se succèdent sur le chemin du cimetière. Les tombes portent toutes la même date, 14 juin 1903. Tandis que Epner enterre les siens, le nombre des victimes ne cesse de grandir. Finalement, on retrouve les corps de 247 personnes. On a retrouvé des cadavres flottant sur la rivière Columbia, 70 km plus bas. Près d'un cinquième de la population de Epner a péri dans l'inondation. Chacun des rescapés pleure la perte d'un être cher. La nouvelle du désastre a drainé des secours de tout l'Oregon. De l'argent et des vivres ont afflué de toute la région. Des centaines de volontaires ont été logés dans des campements de fortune comme celui-ci. Pour les habitants du bourg, la question de partir de Epner ne s'est jamais posée.
Ils avaient des projets, ils avaient des rêves, ils étaient liés à cette terre. Ils y avaient investi leur vie et l'avenir de leurs enfants était ici. C'était leur terre. Ils étaient agriculteurs, éleveurs, ils étaient du coin. Ils sont restés. Pour les récompenser, le village d'Ion offre une canne en or à Bruce Kelly et Leslie Matlock. Fidèle à sa nature paisible, Bruce Kelly a passé le reste de ses jours dans son ranch et n'a presque jamais évoqué l'inondation. Leslie Matlock, lui, racontait volontiers l'histoire de leur chevauchée sauvage. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'est jamais sorti en ville sans sa magnifique canne. Mais ces fanfaronnades cachaient une profonde tristesse. À la fin de sa vie, Matlock confiait à un proche qu'il se demandait encore ce qu'il se serait passé s'il était resté pour aider les gens de Heppner, au lieu de partir pour sa chevauchée héroïque. Il ajoutait que depuis ce jour, il se réveillait souvent à cause d'un cauchemar où il se noyait. Aujourd'hui, Heppner n'est pas beaucoup plus grand qu'en 1903. L'horreur de cette nuit de juin ne s'est jamais reproduite. La plupart des gens pensent qu'une digue construite en 1982 les protégera. D'autres estiment que la prochaine inondation torrentielle arrivera tôt ou tard. Il est très facile de sous-estimer un ruisseau que l'on connaît depuis toujours, et très difficile de l'imaginer en rivière déchaînée de 10 mètres de fond. Je ne crois pas que la question soit « est-ce que ça peut arriver ?» La question c'est plutôt « quand ?» Pour les habitants du canyon Big Thompson dans le Colorado, c'est arrivé le 31 juillet 1976. En ce week-end du 31 juillet 1976, le Colorado fête son centenaire. L'État regorge de vacanciers venus participer aux festivités. Ce week-end-là, le canyon Big Thompson est une destination très prisée. Situé à 60 km au nord de Denver, la beauté du canyon Big Thompson et de ses environs a attiré des milliers de visiteurs. Deux jeunes gens, Tim Bean et John Wood, ont passé l'année à organiser leur randonnée à vélo à travers les montagnes. Ils ont planté leur tente à côté de la rivière, au camping des Sept Pins. Pour nous, c'était un voyage fantastique, loin de nos familles, tout seuls. C'était l'aventure de traverser ces montagnes rocailleuses en vélo. On les avait vues en photo, mais c'était la première fois qu'on voyait des montagnes en vrai. À quelques kilomètres en aval du camping, il y avait un chalet. C'était un havre de paix où Deborah Watts et sa famille passaient les week-ends. Deborah et son mari, Gary, y étaient déjà venus plusieurs fois avec Cindy et Aaron, leurs enfants de 7 et 3 ans. Ce week-end, c'était la première fois qu'ils y venaient avec Sean, qui avait 3 semaines. C'était vraiment très reposant, très apaisant d'aller là-haut près du ruisseau, de se réveiller le matin et de n'entendre que ça, le bruit du ruisseau. À quelques kilomètres en aval se trouvait le ranch Sylvandale. Il accueillait pour le week-end un groupe de femmes qui faisaient une retraite religieuse organisée par Marilyn Anderson. Je me souviens qu'en remontant le canyon, je me suis dit que ça allait être vraiment bien. Le temps était magnifique et on avait hâte de se retrouver entre nous. Ce soir-là, il y avait plus de 2000 visiteurs dans le canyon, en plus des 600 personnes qui y vivaient toute l'année. Les parois abruptes du canyon résonnaient des bruits du ruisseau Big Thompson qui coulait sous des ponts et longeait les résidences secondaires typiques de la région. Personne ne s'inquiétait des nuages qui s'accumulaient à l'ouest du canyon, quand quelques gouttes d'eau se sont mises à tomber. Les nuages ont commencé à s'épaissir. C'est typique de la région. Il y a souvent des petites averses l'après-midi. Cela n'avait donc rien d'exceptionnel. Le camping est sous une pluie battante. Tim Bean et John Wood ont abandonné leur tente pour se réfugier dans leur voiture. Il pleuvait. Alors on a incliné les sièges de la voiture autant qu'on a pu et on s'est endormi en attendant que la pluie s'arrête.
Un orage menace d'éclater au-dessus du ruisseau Big Thompson. Les vents, qui d'habitude poussent rapidement les orages vers les montagnes, sont exceptionnellement calmes. Un énorme nuage noir s'est posté juste au-dessus du canyon. Vers 7 heures, Noel Elfering et sa famille sont dans le canyon, sur la route qui longe le ruisseau. Je n'y voyais pas assez pour conduire. Il pleuvait et il grêlait si fort qu'on s'est arrêté au camping des 7 Pins. À son arrivée au camping, le véhicule des Elfering ne passe pas inaperçu. C'est un ancien bus scolaire reconverti en camping-car, repeint et baptisé le Joyeux Géant Vert. La famille rejoint en marche arrière son emplacement près de la rivière, soulagée de ne plus être sur la route sous l'orage. Mais le ruisseau qui gronde les inquiète. J'ai ouvert la porte arrière, j'ai jeté un œil et j'ai dit « Ça va, le niveau peut encore monter d'une dizaine de mètres ». Puis je me suis dirigé vers l'avant du bus. Il m'a fallu 1 minute et demie grand maximum. Le bus fait une vingtaine de mètres. Je me suis assis au volant, j'ai allumé les phares. Je n'en croyais pas mes yeux. Le temps que Noel Elfering retourne à l'avant de son bus, il est cerné par l'eau du ruisseau qui est sortie de son lit. La rencontre entre le ruisseau et ce violent orage a provoqué une inondation torrentielle. À l'intérieur de leur voiture, Tim et John ont du mal à dormir. Pendant qu'on était allongés là, les bruits ont changé autour de nous. Vous savez, on s'habitue au gazouillis constant d'un ruisseau. Mais là, tout d'un coup, on n'entendait plus rien. On a descendu nos vitres, l'eau arrivait déjà à la moitié des portières. John met le contact. Le moteur réussit à démarrer et les 2 jeunes gens se dirigent vers la sortie du camping. En cas d'inondation violente, il faut se réfugier en hauteur. Mais les parois du canyon n'inspirent pas confiance aux campeurs terrifiés. L'eau qui dégringole le long des parois a des allures de torrent tout aussi menaçantes. Tim et John décident de quitter le canyon en voiture. On avait parcouru la moitié du chemin pour sortir du camping et on a calé. Le moteur avait pris l'eau. Un peu plus loin, Noel Elfering se glisse doucement au volant de son bus. Sans avertir sa famille, il met doucement le contact. J'ai démarré et j'ai entendu le bruit du ventilateur dans l'eau. Je savais que si j'accélérais trop, ça allait envoyer de l'eau sur le moteur et le noyer. Alors j'ai avancé lentement, lentement. J'ai roulé au pas et quand je suis arrivé sur la route, j'ai mis 2 roues sur le talus, tout près de la barrière de sécurité. Au bord du ruisseau, les gens qui allaient se coucher ignoraient que le canyon était en train de se transformer en piège mortel. L'eau qui s'avançait vers le bus de Noël était le signe avant-coureur de la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire du Colorado. La nuit du 31 juillet 1976, une pluie dense tombe sur le canyon Big Thompson dans le Colorado. Les parois du canyon ont formé un entonnoir géant qui a canalisé l'eau directement dans le ruisseau. Résultat, une inondation torrentielle. Noel Elfering a éloigné sa famille du bord du ruisseau. Il est sorti du camping des 7 Pins et il a conduit son bus sur un endroit en hauteur. En quelques minutes à peine, l'eau a tout envahi. Pour les autres campeurs, le bus scolaire réaménagé représentait le refuge le plus proche. On était un peu en hauteur et comme on avait l'air d'être en sécurité, on leur a dit de monter avec nous. Alors, l'un après l'autre, ils sont tous venus. On a passé toute la nuit à faire monter des gens dans notre bus. George et Peggy Coyle et Clyde, leurs bassets, font partie des campeurs qui, malgré l'eau qui leur arrivait aux épaules, ont réussi à arriver jusqu'à la porte du bus de Noël. On lui a dit qu'on avait un chien. Et il nous a répondu « Mon Dieu, nous sommes déjà 23 dans le bus. » Mais il nous a laissé monter avec Clyde. Tous ceux qui arrivaient étaient trempés, alors on leur donnait des vêtements secs. Si c'était un homme, on lui donnait des vêtements à moi, même si ce n'était pas la bonne taille. Si c'était une femme, ceux de ma femme. Si c'était un enfant, il avait les habits de l'un des nôtres.
Ma femme emporte beaucoup de vêtements en vacances. Il y a 25 personnes et un chien dans le bus. Et les Elfering espèrent que l'eau va arrêter de monter. Tim Bean et John Wood sont toujours prisonniers du camping. Ils ont grimpé sur le toit de leur voiture, mais avant qu'ils aient pu rejoindre la terre ferme, le courant les a emportés. Il n'y avait qu'un petit arbre auquel s'accrocher, un pin. J'ai réussi à attraper les aiguilles. J'en ai pris le plus possible dans ma main, puis je les ai enroulées autour de ma main, jusqu'à ce que je puisse saisir une branche. Ensuite, très doucement, j'ai réussi à grimper dans l'arbre. John a attrapé une autre branche et il est monté dans l'arbre derrière Tim. Les deux jeunes gens s'agrippent au tronc de ce petit arbre, des masses d'eau coulent sous leurs pieds. Les eaux de la rivière de Big Thompson ne montaient pas tant que ça, mais elles déferlaient. Ça faisait comme des vagues qui déferlaient et dévalaient le canyon. Les nombreux ponts sur la rivière permettent à l'inondation de faire encore plus de dégâts. Ils retiennent les débris et le niveau de l'eau se met à monter de plus en plus. Quand ces digues finissent par céder, une force encore plus grande s'abat sur tout ce qui est en aval. Des zones déjà inondées sont à nouveau frappées par des courants dévastateurs. Plus bas dans le canyon, c'est un de ces murs d'eau qui a inondé le chalet de Gary et Deborah Watts. Le couple a déjà connu des inondations torrentielles. Ils savent qu'ils doivent récupérer leurs 3 enfants et grimper le long des parois du canyon. On se dépêchait pour rassembler nos enfants et les habiller, quand l'eau a commencé à inonder entièrement le chalet. Des débris charriés par les eaux ont bloqué les portes du chalet. Déborah tente de briser la fenêtre d'une chambre pour sortir. Je me suis retournée vers l'intérieur de la chambre et je me souviens avoir regardé mon bras et m'être aperçu que je m'étais presque coupé le bras. Avec son bras blessé, Déborah ne peut pas aider les enfants à franchir la petite fenêtre de la chambre. La famille se précipite à l'étage supérieur du chalet. C'est le seul moyen d'échapper à la montée des eaux. Je me souviens du petit Aaron, assis par terre, qui se balançait d'avant en arrière. Il se bouchait les oreilles parce qu'à ce moment-là, le grondement de la rivière était devenu incroyablement fort. Certains ont été informés de l'arrivée de l'inondation par les quelques policiers en service ce soir-là. Une patrouille avait vu l'eau monter et se rendait de porte en porte pour avertir les gens de l'imminence du danger. Un peu avant 10 heures, l'alerte parvient à Marilyn Anderson, à son amie Melanie Alquist et aux 33 autres femmes retirées dans le ranch Sylvandale, à quelques kilomètres du canyon. On a entendu des haut-parleurs lancer « Évacuez immédiatement les lieux. Une inondation arrive, n'emportez rien, juste vos sacs à main et fuyez. » Il pleuvait à peine, mais les femmes ont pris l'alerte au sérieux. Marilyn et Mélanie et 3 autres femmes qui faisaient leur retraite quittent le ranch en voiture. Très vite, des trompes d'eau commencent à s'abattre sur le véhicule. Elles s'arrêtent alors sur un parking où quelques policiers donnent des instructions aux campeurs terrorisés. Ils leur conseillent de se retirer sur les collines. Mais l'un d'eux donne à Marilyn un autre conseil, des plus dangereux. Il nous a dit de descendre le canyon et d'aller en direction de Loveland. Rien n'avait été prévu pour ce genre de situation. Personne ne savait quoi faire. Peu après, on est arrivé à un pont. La voiture qui arrivait en face de nous roulait dans l'eau. On a vu aussi de l'eau sur le pont. On a ralenti. Mais quand on s'est engagé sur le pont, une vague l'a littéralement submergé et nous a heurtés de côté. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on ressent quand votre voiture est soulevée et arrachée de la route. Leur voiture est emportée avec tout ce que les eaux en furie charrient hors du canyon.
On a vu un mobil-home passer juste à côté de notre voiture. Il y avait des morceaux d'arbres, des citernes de propane. On n'avait que 2 possibilités, rester dans la voiture et mourir, ou en sortir et mourir aussi. Mélanie et moi, on était à l'avant. On a descendu nos vitres. On était assises sur le côté de la portière. Et tout ce dont je me souviens, c'est que je regardais Mélanie par-dessus le toit de la voiture. Une partie de mon corps est entrée dans l'eau. La puissance du courant m'a fait basculer hors de la voiture et m'a précipité dans la rivière. J'avais l'impression d'être une balle de fusil. J'allais à toute vitesse et je tournais sur moi-même. La seule chose qu'on ressent, que moi je ressentais, c'était cette force incroyable qui m'entraînait à toute vitesse. Quelques kilomètres en amont, Deborah Watts, son mari Gary et leurs 3 enfants sont coincés dans le grenier de leur chalet. Mélanie a perdu beaucoup de sang à cause de la profonde blessure qu'elle a au bras. Et puis, tout à coup, une autre vague dévale le canyon. Je me souviens que j'ai regardé vers le haut et que j'ai vu les chevrons et les poutres qui soutenaient le chalet commencer à se tordre, un peu comme des bretzels, juste au-dessus de nos têtes. Le toit du chalet s'effondre. Deborah s'aperçoit que son fils Aaron s'est éloigné d'elle. Elle essaie de l'atteindre. J'avais perdu beaucoup de sang et aussi, en partie, l'usage de mon bras. J'ai essayé quand même de lui tendre la main. Et mon fils de 3 ans et demi a commencé à venir vers moi et à me tendre sa main. Je n'ai pas pu la saisir pour la tirer dans mes bras. Et il a été emporté. Il a été emporté par les eaux. L'inondation continue de faire rage. Pour les milliers de gens qui sont encore dans le canyon, l'horreur est loin d'être terminée. Dans la seule nuit du 31 juillet 1976, il est tombé sur le canyon Big Thompson, dans le nord du Colorado, l'équivalent d'une année entière de précipitations. 30 cm d'eau en 4 heures. L'eau s'est déversée dans le ruisseau de Big Thompson et a provoqué une inondation torrentielle mortelle. Dans le canyon, le niveau de l'eau a monté de plus de 6 mètres. Avec un débit de 900 mètres cubes par seconde, les eaux ont déferlé entre les murs de roche, balayant tout sur leur passage. Le chalet de la famille Watt se trouve juste sur le passage de l'inondation. Deborah s'est sévèrement blessée au bras en essayant de sortir par une fenêtre. Affaiblie par la perte de sang, elle n'a pas pu sauver Aaron, son fils de 3 ans, disparu quand le chalet s'est écroulé. Juste après, je me souviens que j'ai vu mon mari venir vers moi. Il avait notre bébé sous son t-shirt et il le tenait dans ses bras. C'est là que j'ai su qu'ils étaient encore vivants. Quelques instants plus tard, Gary et Deborah entendent pleurer leur fille de 7 ans, Cindy. Le coupe-vent de Cindy s'est accroché à un arbre et l'a sauvée de la noyade. Deborah sait que leur seule chance est de remonter la paroi du canyon, mais elle est très faible et elle sent qu'elle n'y arrivera pas. Alors, j'ai dit à Gary, prends les enfants et montez aussi haut que possible. Moi, je vais me débrouiller. Je me suis mise à ramper pour sortir du canyon. Et puis, environ à la moitié du chemin, à flanc de coteau, je suis arrivée à atteindre un petit bosquet. C'est là que j'ai passé le reste de la nuit, sur un arbre. Deborah s'est accrochée à un arbre et elle a attendu. Elle a perdu la notion du temps quand elle remarque un camping-car de l'autre côté de la rivière. Les vacanciers regardent l'inondation à l'aide de leurs lampes de poche. Tout à coup, ils découvrent Deborah dans le faisceau de leurs torches. Le faisceau de leur lampe m'a atteint et il est resté sur moi pendant un moment. Alors j'ai compris que quelqu'un savait que j'étais là et que j'étais encore en vie. À quelques kilomètres plus à l'est, Melanie Alquist et Marilyn Anderson sont emportées par la rivière en furie.
Elles ont été arrachées de leur voiture où se trouvaient 3 autres femmes et elles dérivent dans le courant. Elles ont tenu pendant plus d'1 kilomètre au milieu d'arbres, de voitures et de rochers qui s'entrechoquaient. Puis, tout d'un coup, elles ont senti que la rivière se calmait. La rivière traversait un creux. Quand l'eau arrivait dans cette dépression, cela créait une sorte de réservoir dans lequel le courant ralentissait. Mélanie et Marilyn ont été entraînées dans cette retenue. Je n'en revenais pas. Je ne dérivais plus. J'étais de nouveau maître de mes mouvements. C'était plus calme, et quelques mètres plus loin, il y avait un arbre. Je me suis rapprochée de l'arbre et je me suis agrippée à son écorce. Des débris emportés par les flots se sont accumulés contre le tronc. Mélanie s'en est servie comme d'une échelle. Elle est montée de plus en plus haut pour se sortir de l'eau, et elle s'est réfugiée dans les branches. Quelques mètres plus loin, Marilyn a pu s'accrocher à un autre arbre. La rivière m'avait poussée sur cet arbre où je pouvais me tenir sur un pied et m'agripper. Aucune des 2 rescapées ne sait si l'autre est en vie. Elles restent cramponnées à leur arbre pendant plusieurs heures. Je me rappelle avoir dit une prière très simple. « Mon Dieu, il faut m'envoyer de l'aide ou me ramener chez moi parce que je n'en peux plus. » Au même moment, Clifford Moore, un éleveur de la région, passe sur l'autoroute toute proche. Mélanie voit la lumière de ses phares. Je me souviens avoir crié. C'était surréaliste. Je venais de faire cette sorte de prière enfantine. « Mon Dieu, aidez-moi !» J'ai hurlé. « Je suis là, comme si on était en train de me chercher. » L'homme ne savait pas nager. Alors il a enroulé une corde autour de sa taille et il s'est jeté à l'eau. Il est venu jusqu'à moi. Il m'a pris dans ses bras de grands costauds du Colorado et il m'a ramené jusqu'à la berge. Moore a ramené Marilyn chez lui. Elle lui a dit qu'elle n'était pas seule dans la voiture, que les autres étaient peut-être encore dans l'eau. Il est immédiatement reparti vers la rivière. Il repère Mélanie Alquist, mais à cause de la profondeur et de la vitesse du courant, il doit aller chercher de l'aide. J'ai vu la silhouette d'un homme et j'ai commencé à appeler au secours. Il m'a entendu et m'a répondu qu'il allait en chercher. Depuis plus de 4 heures, Noël Elfering et sa famille regardent, de leur bus, la rivière monter et descendre. 19 personnes ont trouvé refuge dans leur bus. À travers la pluie battante, Noël aperçoit les 2 jeunes gens coincés dans un arbre de l'autre côté de la rivière. Il veut leur porter secours, mais il lui faut traverser le torrent. Le niveau de l'eau montait très vite. En 1 minute et demie, il pouvait monter de 10 mètres. Et puis, il redescendait quasiment aussi vite. Noël garde un œil sur les 2 garçons et attend que la rivière descende une fois de plus. En haut de leur pin, Tim Bean et John Wood sont à la merci de la furie de l'orage. Il pleuvait très fort. Les éclairs tombaient tout autour de nous. Le bruit était terrible. La rivière rugissait. Avant qu'ils ne s'aperçoivent que l'eau est redescendue, Noël Elfering est au pied de leur arbre. Tim Bean est paralysé par la peur. Il ne voulait pas venir avec moi. Je crois qu'il avait encore peur de se noyer. Mais je l'ai forcé à venir. Tim et John rejoignent les autres réfugiés dans le véhicule excentrique de Noël. Cette nuit-là, quelqu'un d'autre encore est venu se réfugier dans le bus de Noël, portant à 28 le nombre de ses passagers. Je suis sûre que nous devons la vie à Noël et à son arche de Noël, comme nous l'avons rebaptisée. Dans l'arche de Noël, on comprend que le pire est passé. On est trempé, frigorifié, mais vivant. On attend que le jour se lève. À 30 km de là, Mélanie Alquist pense que personne ne bravera la violence des eaux pour la sauver. Et elle ne sait pas si elle va pouvoir tenir encore longtemps.
Mais Clifford Moore a tenu sa promesse. Il a appelé des secours. 2 sauveteurs, Paul Baker et Scott Cole, vont arriver sur place par hélicoptère. Je suis arrivé au pied de cet arbre. L'eau arrivait au niveau de cette grosse branche-là. Mélanie, elle était perchée plus haut dans l'arbre, au niveau de cette branche-là, juste au-dessus. Je me souviens de Paul regardant en l'air et disant « Je suis Paul, lui c'est Scott, et on va vous sortir de là. » Et elle m'a répondu « Moi, c'est Mélanie Alquist, et j'espère que vous allez y arriver. » Mélanie a été conduite en urgence à l'hôpital. Elle y a retrouvé Marilyn. Les 3 autres femmes ont eu moins de chance. On a retrouvé leur corps brisé sur les berges de la rivière. Leur voiture n'était plus qu'une épave. À mi-hauteur de la paroi du canyon, Deborah Watts a réussi à passer la nuit agrippée au tronc d'un arbre. Les touristes qui l'avaient repérée ont donné l'alerte. Au lever du jour, un hélicoptère est venu chercher sa famille et a emmené tout le monde à l'hôpital. Le corps d'Aaron, leur fils de 3 ans, n'a été retrouvé que des semaines plus tard. Le 1er août 1976, au matin, 28 personnes descendent du gros bus vert. La route est complètement impraticable. Quand les hélicoptères arrivent, il n'y a de place que pour les enfants, les malades ou les blessés. L'hélicoptère embarque la moitié des passagers de Noël. Ceux qui restent n'ont qu'une seule solution pour quitter le canyon dévasté. Ils vont devoir escalader la montagne et marcher sur plus de 10 km pour rejoindre la ville la plus proche, Estes Park. Clyde, le basset des Coils, ouvre la voie aux 14 personnes qui effectuent cette longue et pénible ascension. Un photographe de presse a pris cette photo d'eux au moment où ils sortent du canyon. Noël et son groupe sont parmi les premiers à sortir par leurs propres moyens de la zone inondée. On est arrivé à Estes Park. Je n'arrivais pas à croire que quelque chose de si beau puisse exister, que tout ne soit pas détruit. Parce qu'en bas, tout avait été détruit. L'inondation de Big Thompson a fait 139 victimes et plus de 30 millions de dollars de dégâts. Le temps a effacé les cicatrices que cette inondation catastrophique avait laissées dans le paysage. Notre chalet était ici. Bien sûr, tous ces arbres ont poussé après le passage de l'inondation. Un morceau de terrain a même été emporté. La rivière est maintenant bien plus large qu'elle ne l'était. Le canyon est à nouveau un endroit apprécié par les campeurs et les vacanciers. Mais la menace d'une inondation torrentielle est toujours là, en dépit des progrès des prévisions météorologiques. Nous avons maintenant des technologies qui donnent des informations sur la vitesse du courant et les niveaux de précipitation en temps réel. Nous ne les avions pas à l'époque de l'inondation de Big Thompson. Mais je pense qu'on en verra d'autres, et la technologie n'y peut rien. Les météorologues ne peuvent pas savoir si un orage va inonder les sous-sols ou s'il va générer une inondation torrentielle qui va anéantir toute une ville. À elles seules, les alertes ne suffisent pas à sauver toutes les vies. De fortes pluies et la montée de l'eau signalent l'imminence d'une inondation torrentielle. En quelques instants, les voitures et les bâtiments peuvent devenir des pièges mortels. La seule issue, c'est d'aller plus haut. Autrement